Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 9 conseils pour démarrer votre Home Lab. Des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant que je me lance. Allez, on attaque tout de suite, après l'intro. On voit dernièrement que les mini PC deviennent de plus en plus performants. On va avoir des gros CPU, des grosses RAM, des grosses cartes réseau, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un serveur finalement. On peut avoir parfois même du 10 gigabits par seconde au niveau de l'interface réseau, et ça, pour un mini PC, c'est quand même un petit peu incroyable. Et bah, c'est typiquement ce qu'on a besoin pour un serveur. Alors aujourd'hui, pour moi, un Home Lab, t'as plus besoin de ton propre serveur, ou du moins un serveur d'entreprise. Et aussi, le gros avantage des mini PC, ça fait pas de bruit, ça chauffe moins, et surtout, ça consomme moins aussi. Parce que oui, quand on est un particulier, ben, on regarde un petit peu l'électricité. Quand on est une entreprise, on regarde un petit peu moins, mais là, c'est important la consommation. Aussi, le fait que ça fasse pas de bruit, eh bien ça c'est top, parce que moi par exemple, j'en ai deux dans le petit placard là-bas, dans mon salon. J'ai deux mini PC qui tournent, ce sont mes deux serveurs principaux, et ils tournent sans que ça me dérange. Et en plus, ça me procure un tout petit peu de chauffage aussi pour l'hiver. On trouve certains modèles qui vont jusqu'à 96, voire même jusqu'à 128 gigabits de RAM, ce qui est quand même énorme pour un mini PC. Et en plus de ça, il y a des ports réseau Intel qui sont utiles pour VMware par exemple, pour ceux qui utilisent VMware et qui ont un peu de fric, c'est pas mon cas. Et du coup tout ça, en fait ça les rend parfaitement idéal pour les Home Lab. Quand tu lances ton Home Lab, eh bien la plupart du temps tu vas choisir un mini PC qui n'est pas excessivement cher, et du coup tu vas rogner sur la RAM par exemple. Donc tu vas prendre un truc de 16 voire 32 Go de RAM, sauf que tu vas vite voir que tu vas vite être limité quand même. 32 Go de RAM, certes c'est beaucoup, mais quand tu vas faire ton Home Lab, tu veux quand même le faire pour que ça dure longtemps. Et ça c'est un gros problème que moi j'aurais bien aimé qu'on me dise avant, c'est que j'ai commencé à prendre un mini PC avec 4 Go de RAM, puis après je suis passé à 8 Go de RAM, puis ensuite je suis passé à 16, maintenant je suis à 32, et en fait à chaque fois c'est un nouveau mini PC qu'on achète. Alors que quand on veut faire un Home Lab, on veut que ça dure des années et des années sans qu'on ait besoin de le changer. Alors là tout de suite, prenez le maximum de RAM, du moins de ce que votre budget permet. Quitte à prendre un CPU moins puissant, bien c'est pas grave. Vraiment le plus important ça va être la RAM. Alors après je vous dis pas de prendre un CPU non plus, un Pentium 4, on est d'accord. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'un Intel Ultra 9 si vous planifiez pas de faire de l'IA. Si vous planifiez de faire de l'IA, là peut-être que ça vaut le coup. Mais sinon, pour toutes les autres applications qu'on a dans Home Lab, il va nous falloir de la RAM, beaucoup de RAM. Pour la quantité de RAM à prévoir, eh bien, ça va dépendre de votre projet, des applications que vous allez installer. Il y a des applications qui vont être plus gourmandes que d'autres. Je vous invite à regarder sur le site des applications, sur les GitHub, etc. Si jamais ils indiquent le matériel recommandé, en général prenez la quantité de RAM recommandée et ajoutez un petit delta x2 par exemple. Ce serait déjà pas mal. Ensuite on va passer au switch qui est extrêmement important aussi. Le switch, eh bien il y en a un peu de toutes les sortes, on en trouve à tous les prix sur Amazon, et surtout des pas chers et surtout des pourris. Donc pourquoi le switch c'est important? C'est parce que c'est lui qui va être le cœur de ton réseau. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir connecter un NAS et un serveur ensemble, eh bien la plupart du temps ça va passer par ce switch là. C'est lui aussi qui va définir la vitesse, du moins le débit, entre chaque appareil. Alors si tu prends un switch vraiment pas cher qui est limité à 100 mégas, eh bien tu auras tout ton réseau en 100 mégas et ça c'est naze. Pour un Home Lab, ça va dépendre encore une fois de ton utilisation, mais si tu as un NAS par exemple, un minimum de 2,5 gigabits par seconde, c'est pour moi le minimum. Ensuite, si tu as un peu plus de budget, tu peux partir sur des 10 gigas sans problème. Mais en tout cas, pour moi, le minimum, c'est vraiment 2,5, 1 giga. Pour moi, ça ne suffit déjà plus. Alors à savoir qu'il existe des switches en multi-gig, et donc on va pouvoir avoir des ports en 2,5 giga et en 10 giga. Donc suivant l'utilisation qu'on aura besoin de faire. Alors il faut savoir que même si aujourd'hui les 10 gigas c'est pas encore la norme, quand on achète un switch de cette ampleur là, ça coûte quand même assez cher. Si on prend un switch de bonne qualité, eh bien on veut pas le changer d'ici 2 ou 3 ans, on veut que ça tienne 5 voire 10 ans. Et donc dans 10 ans, est-ce qu'on sera encore sur du 1 giga? Non, la norme à mon avis dans 10 ans ne sera plus du tout de 1 giga, et la norme sera peut-être même de 10 gigas. Rien qu'à voir déjà la catégorie de câbles qu'on met aujourd'hui dans les bâtiments neufs, on n'est plus du tout sur de la catégorie 6. Alors au niveau des switches, tu vas avoir deux types de switches. Il y aura les switches non manageables et les switches manageables. Alors la différence entre les deux, c'est que le switch non manageable, en fait, c'est du plug and play. Tu vas venir, tu vas brancher tes équipements, tu vas brancher tes appareils, tu le mets à la prise de courant
et c'est bon, on est tout bon. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que tu peux rien configurer. A contrario, les switches manageables, eh bien tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Tu peux créer des VLAN, taguer des ports, prioriser certains trafics. En gros, tu peux transformer un seul switch physique en plusieurs réseaux virtuels, on va dire. Ça permet par exemple de séparer les serveurs de tes machines perso ou de ton NAS, de tes équipements de domotique ou du Wi-Fi invité. Pour choisir ton switch, il y a quelques points à vérifier. Le nombre de ports que tu as besoin aujourd'hui, plus une marge pour l'avenir. Je te conseille d'en prendre un avec une interface d'administration plutôt simple, intuitive et si possible une interface web pour l'utiliser, vraiment une interface graphique, et parce que sinon il y en a qui sont totalement en ligne de commande, c'est pas évident. Si possible, prends un modèle fanless sans ventilateur, ça permettra vraiment d'avoir un home lab silencieux. Ton réseau entier ne doit pas être forcément en 10 gigabits par seconde, mais au minimum le switch principal ou là où tu vas connecter les serveurs, les NAS, etc. Celui-ci, je te conseille vraiment de prendre un switch managé et tout ça, quelque chose de peut-être cher mais qualitatif et qui va te durer longtemps sur le long terme. Ensuite, les autres switches sur le reste de ton réseau, ça sert à rien de mettre un switch 10 Go pour ta télé, c'est complètement overkill. Quoique maintenant avec la 4K, Blu-ray et tout ça, enfin bref. C'est pas forcément obligatoire aujourd'hui, tu peux acheter des petits switches pas chers qui va pouvoir donner un petit peu, distribuer un peu ton réseau dans toute la maison, et là où tu auras besoin de 10 Go, à ce moment là tu mettras un switch 10 Go pour cet appareil là. Par exemple pour ton PC tu peux mettre un switch 10 Go et ensuite tu peux connecter tes différents PC si tu en as plusieurs et tes différents appareils qui auraient besoin d'une connexion rapide. Il ne faut surtout pas sous-estimer le stockage. Le stockage est extrêmement important et surtout si tu dimensionnes pas assez bien ton stockage, eh bien tu vas arriver à saturation et tu vas vouloir augmenter la taille de ton stockage, tu vas changer ton disque et là ensuite c'est la galère parce qu'il va falloir tout reconstruire sur ce nouveau disque et je t'assure que c'est vraiment pas évident et t'as pas envie de ça. Voilà, pour une cinquantaine d'euros de plus t'as un 1 Tera, autant prendre sur 1 Tera. Si tu comptes utiliser ton NAS pour ton home lab, eh bien sache que certains NAS vont avoir des emplacements pour des SSD NVMe et ça c'est pas tous les NAS, alors renseigne-toi bien avant d'acheter un NAS, assure-toi qu'il y a bien ces emplacements NVMe, comme ça tu peux utiliser des VM sur ton NAS avec un stockage ultra performant. Après tu peux utiliser un stockage réseau mais c'est moins performant et franchement pourquoi pas pour des applications vraiment pas critiques qui n'ont pas vraiment besoin d'une grande vitesse d'accès, mais franchement j'en connais pas beaucoup que je mettrais sur un stockage réseau en tout cas. Mais du coup si tu fais un stockage réseau, eh bien tu as intérêt à avoir une connexion de 10 Go entre ton serveur et ton NAS. Ça c'est un peu obligatoire, sinon ça ira pas du tout. Donc pour la taille qu'il faut choisir, ça dépendra encore une fois de ton utilisation. Moi ce que je te conseille c'est de partir directement sur 1 TB, comme ça au moins tu es tranquille, il n'y a pas de souci et tu vas pas être limité à un moment donné quand tu vas vouloir installer quelque chose. On sait jamais, tu veux installer une IA locale parce que d'ici 5 ans ce sera un truc vraiment obligatoire à avoir, eh bien tu vas pas être bloqué parce que les modèles ça prend quand même pas mal de place. Donc voilà, prends du stockage, quitte à être large, hyper large, prends un stockage même un petit peu plus cher, mais voilà, pars sur du 1 Tera, au moins t'es tranquille. Il faudra probablement choisir un hyperviseur pour gérer tes VM. Alors des hyperviseurs, il y en a quand même quelques-uns. Moi déjà celui que je te déconseille fortement ça va être VMware. Pourquoi? Parce que déjà d'après ce que j'ai entendu il n'y a plus de licence gratuite, donc ça c'est niette. Et en plus de ça VMware ces dernières années ils ont monté les prix mais un truc de dingue. Alors en tout cas pour les professionnels c'est devenu un truc de dingue, même pour les pros. Donc le modèle économique de VMware c'est vraiment pas celui qui rentre dans l'esprit d'un home lab, donc je te le déconseille vraiment, surtout que en face on a quelque chose qui est libre, open source, qui s'appelle Proxmox et qui est 100% gratuit on va dire. Pourquoi on va dire? Parce qu'il propose aussi une licence professionnelle où tu vas avoir un support etc. Bon, pour un home lab t'en as pas besoin, ou du moins pour commencer t'en as pas besoin. Commence déjà tranquillement avec Proxmox qui est open source, l'interface elle a bien évolué pendant ces dernières années, donc maintenant ça devient super simple de démarrer avec ça. Et en plus il est tellement populaire que peu importe ce que tu cherches à faire, il y a forcément une vidéo YouTube ou alors un blog qui décrit comment faire. C'est hyper rare que je n'ai pas trouvé de solution à mon problème avec Proxmox. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, les sauvegardes c'est le plus important. C'est un point vraiment à ne pas négliger et faut jamais se dire je ferai ça plus tard parce que plus tard ce sera trop tard et tu auras tout perdu. Ça m'est arrivé
trop souvent, je vous assure, et j'ai toujours pas appris vraiment la leçon, hein, parce que je fais toujours pas mes sauvegardes tout de suite au début, je les fais toujours un peu plus tard, même des fois pas du tout. Mais je le regrette vraiment amèrement quand il y a un problème et que je perds tout. Parce que oui, les sauvegardes, c'est pas que pour sauvegarder les données, c'est aussi pour sauvegarder les données surtout, mais ça sauvegarde également les configurations, les différents paquets qu'on a installés sur la machine, ça sauvegarde tout. Donc admettons, tu vas faire une installation le 1er janvier, tu vas faire la configuration et tout, c'est un truc super technique, tu passes des heures et des heures, voire des jours à configurer ton truc, à comprendre comment ça marche, etc. Et ensuite, tu touches plus pendant 6 mois, dans 6 mois ça plante, t'as fait aucune sauvegarde, tu dois tout recommencer du départ. Et en plus, si tu suis pas mon 10e conseil que tu verras tout à l'heure, eh bien tu seras bien dégoûté. Ça va te prendre énormément de temps à tout refaire. Donc c'est pour ça, sauvegarde vraiment obligatoire. Dès que tu crées quelque chose, tu sauvegardes. Dès que tu fais une mise à jour, tu sauvegardes. Tu modifies quoi que ce soit, tu fais une sauvegarde avant. T'es pas obligé d'envoyer la sauvegarde dans le cloud et tout ça, mais au moins tu fais un backup que tu télécharges sur ton PC et voilà. Comme ça, s'il y a un problème, tu remontes ton backup, on est tranquille. Autrement, le gros conseil que je te donne aussi sur les sauvegardes, c'est fais au minimum une sauvegarde par jour. Même si tu modifies rien, même si c'est une application non critique, sauvegarde au moins une fois par jour, tu programmes une sauvegarde automatique qui va ensuite faire les différentes sauvegardes. Et il y a aussi quelque chose, une norme on va dire, c'est les sauvegardes 3-2-1, c'est-à-dire avoir au total 3 copies des données stockées au moins sur 2 supports différents avec au moins une copie externalisée. Donc quand on dit externalisée, c'est dans le cloud. Du coup, moi c'est ce que j'ai, c'est que je fais toutes mes sauvegardes localement sur la machine, puis ensuite je les transfère sur le NAS, et ensuite depuis mon NAS, je vais faire une sauvegarde sur AWS. La configuration est la suivante, c'est que sur mon NAS, je stocke 15 points de rétention, donc je peux remonter jusqu'à 15 jours, et dans le cloud AWS, je fais une sauvegarde de 7 points de rétention, et du coup je peux remonter jusqu'à 7 jours. Des fois même je garde des sauvegardes hebdomadaires, et du coup je vais beaucoup plus loin, des fois jusqu'à 1 an. Pour mes vidéos YouTube par exemple, je sauvegarde tout, et je sauvegarde tout, voilà. Une coupure de courant peut faire très mal, même extrêmement mal. Ça peut endommager ton matériel, ça peut casser le disque dur, ça peut détruire complètement une donnée, la corrompre, et donc du coup au passage corrompre vos VM, et du coup elle ne fonctionne plus du tout. Et là des fois même quand tu as un disque dur de remplacement, et bien c'est extrêmement long de tout remonter, et j'espère que tu as fait toutes tes sauvegardes, sinon t'es dans la merde, voilà. Mais sinon à part ça, pour se prévenir de ça, il existe des onduleurs, c'est en gros comme des batteries. À la base c'est pas fait pour ça, mais il y a des batteries qui permettent de maintenir le courant de tes mini PC. Moi par exemple mon onduleur de 1200 VA, il va tenir environ 3/4 d'heure avec mon PC là inclus, parce que j'ai pas que les mini PC, j'ai la box internet dessus, j'ai le PC qui tourne et tout, ça tient plus d'une demi-heure facilement. Alors l'onduleur aussi ça a un avantage, et je pense que ces prochaines années on en aura besoin de plus en plus. Il y a beaucoup de variations au niveau de la tension je crois, ou de l'intensité, je ne sais plus, mais en tout cas dans l'électricité c'est jamais du 100% stable, et nos appareils électroniques n'aiment pas trop ces variations là. Alors ils arrivent à encaisser jusqu'à un certain niveau, et il faut savoir qu'avec les panneaux solaires que les particuliers mettent sur leur toit, et quand ils font de la réinjection dans le réseau, et bien ça augmente encore les variations, et en plus s'ils ont des trucs vraiment merdiques de mauvaise qualité, ça peut vraiment faire varier beaucoup le courant du coup du réseau. Alors c'est des trucs que j'ai entendus, j'ai pas vérifié les sources, dites-moi en commentaire si c'est du bullshit ou si c'est véridique, mais en tout cas je pense que c'est vraiment vrai, que du coup l'onduleur ça apporte aussi ça permet de redresser un petit peu cette tension et de faire quelque chose de clean quand ça arrive sur tes machines. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une petite batterie qui est intégrée qui permet en fait d'éteindre proprement tes machines. Même si tu as un système de supervision auto-hébergé, tu peux même te permettre de piloter ça automatiquement. Tu connectes ton onduleur à ta supervision, et dès que ça détecte une coupure de courant, et bien ça peut attendre je sais pas 5-10 minutes, et au bout de 10 minutes ça va éteindre tous les appareils qui sont sur cet onduleur là pour qu'ils s'éteignent proprement et qu'il n'y ait pas de corruption ou de perte de données. Donc ça a un autre avantage aussi, c'est que si tu mets ta box internet dessus, et bien tu ne perds pas la connexion internet si jamais tu as une coupure de courant. C'est-à-dire que tu peux même être alerté par Home Assistant ou par ton système domotique qu'il y a une coupure de courant chez toi, et parce que du coup si ta box n'est pas dessus, tu recevras jamais l'alerte parce que tu n'as plus internet. Donc c'est aussi un avantage d'avoir ça. Commencer avec des outils gratuits et open source, comme par exemple Docker, Proxmox, Kubernetes. Ils permettent d'avoir une base parfaite et de s'entraîner. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de documentation, de partage autour des applications open source, et on trouve vraiment tout ce qu'on a besoin de trouver pour faire un apprentissage autodidacte sans problème. Je me suis d'ailleurs formé comme ça.
avec des tutos et tout ça, et en m'entraînant, en m'amusant, en bidouillant. C'est comme ça qu'on apprend. Donc vraiment, profitez-en, il y en a énormément des applications open source. Donc c'est vraiment vers là qu'il faut aller pour vraiment commencer à apprendre, à mettre les mains dedans et à construire son home lab petit à petit. Surtout, n'essayez pas d'aller vite, ça ne marchera pas. Prenez votre temps, apprenez, faites des erreurs, corrigez-les et c'est comme ça que vous allez apprendre. Moi j'ai commencé avec un Proxmox, puis ensuite j'ai installé quelques VM, ensuite j'ai installé une VM Docker sur le Proxmox, voilà, comme ça je pouvais faire mes petites bidouilles sur mon Proxmox là, du moins sur mon Docker sur mon Proxmox, voilà, enfin je me comprends. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à bien maîtriser Docker, eh bien je l'ai installé sur un mini PC directement, sans passer par Proxmox. C'est-à-dire que là actuellement en production, j'ai un Docker, un mini PC où il y a Docker dessus et où j'ai énormément d'applications uniquement sur ce mini PC là. Et ensuite j'ai un deuxième mini PC dédié uniquement à ma domotique et après j'ai encore d'autres PC avec du Proxmox dessus. Mais c'est pas de la production, c'est du bidouillage, du test, voilà. Et le dernier conseil, et c'est pas qu'un conseil pour vous, c'est aussi un conseil pour moi car je ne respecte pas du tout ça et à chaque fois je m'en mords les doigts. En effet, je documente extrêmement rarement. Alors qu'est-ce que ça veut dire documenter? C'est-à-dire que quand tu vas faire une installation, eh bien tu vas noter l'adresse IP de ton serveur là, tu vas noter les différentes configurations que tu as pu effectuer, tu vas te noter des petites procédures que tu as trouvé un petit peu compliquées à faire et comme ça te fait un mémo pour quand tu dois refaire cette procédure là sur un autre serveur par exemple, ou sur le même serveur si jamais tu n'as pas fait de backup. C'est là où tu vas noter les VLAN, vraiment tout ce qui est configuration documentée quoi, voilà. Avoir une petite notice pour le truc que tu viens de faire. Donc ça c'est quelque chose que je ne fais jamais et je m'en mords toujours les doigts et finalement quand je m'en mords les doigts eh bien je fais la documentation mais c'est déjà trop tard quoi. Parce que oui, dès que j'ai un problème eh bien je dois tout réapprendre. Comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, si je fais une installation le 1er janvier et que j'ai une panne le 6 janvier, eh bien je ne me rappelle plus comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Un autre exemple, quand j'ai connecté mon AWS, j'avais créé un token qui durait 6 mois. Donc j'ai fait toute la configuration et tout ça, et au bout de 6 mois, j'ai dû renouveler la clé. Mais maintenant, comment on le fait? Donc j'ai dû repasser encore à peu près 1 heure à recomprendre le mécanisme, comment le faire, comment l'ajouter, comment la modifier, etc. Et là, cette fois-ci, j'ai fait une documentation pour que 6 mois après, je puisse nouveau le refaire. Parce que je vous déconseille de faire une clé qui est valide indéfiniment. Faites 6 mois, renouvelez-la au moins tous les 6 mois, voire même tous les 3 mois, si vraiment vous voulez être tranquille. Donc bref, aujourd'hui il y a beaucoup d'applications qu'on peut utiliser, beaucoup de logiciels qu'on peut utiliser pour faire de la documentation. On va avoir en premier lieu Notion qui est le plus connu, qui va être du cloud. Mais après on a une alternative auto-hébergée que j'aime plutôt bien et qui s'appelle Affine. Si jamais bien sûr vous aurez tous les liens dans la description, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, on est arrivé sur les 9 conseils pour débuter dans un home lab. J'en ai encore d'autres sous le coude. Si jamais ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai sûrement une seconde. Et il faut que je regroupe un petit peu les meilleurs conseils aussi que je pourrais vous donner sur ça. Mais voilà, sinon si vous avez un autre sujet qui vous intéresse, mettez-le dans les commentaires, ça me donnera des idées pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.